Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Nous sommes mardi et je recevrai donc nos jeunes universitaires de l'association WeBash, nos experts en informatique et en tout ce que vous voulez d'ailleurs. Ce soir on parlera du nouveau monde, à savoir... Covid la vie, crédit la vie, puisque tout, je rigole déjà parce que on va bien se parler. Bon bref, ce sera après la coupure pub de 19h, une émission à ne pas manquer, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mardi 14 septembre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous irons tout d'abord sur le front social avec notamment cette mobilisation des salariés de l'AGIPSA qui s'érige contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Puis nous vous présenterons la SEMACT, un séminaire dédié aux douleurs menstruelles. Et en fin d'édition, nous reviendrons sur la présentation de la première phase du projet de la réhabilitation de la place de la Victoire, qui passera d'abord par la réfection de la façade de la Renaissance, pour quand même la coquette somme de 1,5 million d'euros. Et ce soir, je reçois Maître Sarah Aristide. Bonsoir, Maître Sarah Aristide. Bonsoir, Monsieur Luce. Bonsoir, Harold. Alors, on a reçu ce matin, effectivement, ce dépôt de plainte qui émane de l'UGTG et du Lignage contre profitation. Une plainte, je cite, pour homicide involontaire, blessure involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. On parle bien de la gestion de crise sanitaire. Il y avait une première offensive qui avait été lancée l'année dernière, donc en 2020. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur les faits et avoir les détails? Alors, on a lancé une première plainte le 7 avril 2020. C'est vrai que nous avions à ce moment-là un peu de recul et suffisamment d'éléments pour dire qu'il y avait vraiment une urgence encore en amont, parce que nous étions encore en amont, parce que préservés quelque part, par un miracle peut-être divin, j'en sais rien, mais les 3 premières vagues allaient nous épargner. Puisque nous avions déjà traversé le premier confinement quand on saisissait en avril 2020. Aujourd'hui, Monsieur Luce, nous sommes en septembre 2021 et la situation est dramatique. La Guadeloupe est le premier département de la Caraïbe en termes de morts. Nous avons une gestion hérétique, épileptique, je dirais, de la pandémie et de cette crise sanitaire. Et tout ce que nous avions demandé, à savoir du matériel, des moyens, un hôpital digne de ce nom, des offreurs... Donc des demandes formulées depuis avril 2020. Depuis avril, reformulées en mai, reformulées tout au long de l'année par le syndicat UTS-UGTG. Et nous disions que nous avions un hôpital qui n'existe plus, on le sait parfaitement, qui dysfonctionne et qui, de par sa vétusté et son inorganisation, qui ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, est dans l'incapacité d'accueillir une vague à laquelle nous ne pourrions pas faire face. Le résultat, il est aujourd'hui de 700 morts officielles, parce que nous ne comptons pas dans ces morts ce que les pompiers trouvent tous les jours à leur domicile. On ne sait pas exactement combien, ni par semaine, mais nous savons qu'il n'y a pas 700 morts du Covid. La réalité, c'est que les autorités de l'État et les autorités sanitaires ont agi de façon ponctuelle et sporadique, à telle enseigne que ça s'est retourné contre eux, puisque quand ils font venir, par exemple, sur cette dernière vague dramatique et mortifère, le professeur Bernard, qui est un professeur éminent de Tours, c'est celui-là même qui va s'insurger et qui va transmettre son désarroi dans les médias en disant qu'il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu un hôpital désorganisé au point qu'il a le sentiment qu'une partie de l'hôpital ne sait pas
qu'il y a une crise du Covid et une pandémie dramatique à gérer en Guadeloupe. Il va y avoir tous ces renforts de Tours, mais également ce professeur Amé, je ne sais pas comment on prononce, qui vient de Rennes et qui dit qu'elle est tellement effarée qu'elle est en train, quant à la désorganisation des services hospitaliers et de la gestion de cette crise sanitaire, qu'elle est en train de rédiger un rapport d'étonnement. La réalité, c'est qu'il y a des familles endeuillées et il va falloir, à un moment ou à un autre, que les décideurs politiques, représentants de l'État et sanitaires rendent des comptes à ces familles endeuillées. Donc nous, ce que nous demandons au travers de cette plainte qui vient en succession de l'autre, mais qui est un constat mathématique, qui est une photographie, j'ai envie de vous dire, c'est qu'un juge d'instruction soit désigné, que les uns et les autres soient convoqués et mis en examen, parce qu'à un moment, quand on a participé à des homicides involontaires, à des blessures involontaires, qu'on a mis en danger la population et qu'on ne l'a pas assisté dans ce danger, on a des comptes à régler vis-à-vis de cette société et on doit, la responsabilité s'accompagne de droits et d'obligations, c'est une réalité, mais aujourd'hui, nous sommes sur le terrain de la responsabilité de cela. Donc la plainte n'est pas nominative? Elle n'est pas nominative, elle est contre-X, mais on sait qu'il y a un certain nombre de responsabilités en cascade et d'ailleurs, la gestion du CHU n'est pas d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de mettre en cause la direction du CHU aujourd'hui. Il s'agit de repartir depuis tantôt, parce que ça fait des décennies que ça ne va pas. Et ça fait des décennies qu'on sait que s'il arrive une catastrophe sanitaire en Guadeloupe, on en paiera le prix. Eh bien, le prix, aujourd'hui, on le paye. On le paye, je suis sûre, Monsieur Luce, vous le payez avec vos amis, avec vos proches, en tout cas, j'espère pas trop. Mais je vois autour de moi des Guadeloupéens mourir tous les jours, dans des conditions épouvantables, dans des couloirs de l'hôpital, avant même, comme dit le professeur Bernard, d'avoir pu être examinés, en n'ayant eu que de l'eau et même pas à manger. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les renforts qu'ils ont appelés parce qu'ils étaient dépassés. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas laisser notre population s'en aller de la sorte et il va falloir répondre de ces actes. Et c'est ce que nous demandons, qu'un juge d'instruction soit désigné, que les uns et les autres soient convoqués, qu'ils soient mis en examen et que les responsabilités en cascade soient mises en exergue de telle sorte qu'un jour la Guadeloupe puisse réparer ce deuil qu'elle n'envisage même pas, ce deuil abyssal et incommensurable qu'est celui qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. C'est ça que nous voulons. Et par rapport justement au traitement, puisque dans les demandes, il y avait une obligation, entre guillemets, de l'ARS de constituer des stocks aussi pour le CHU. On en est où à ce niveau? Alors, on s'est rendu compte, notamment parce que ce sont eux qui ont témoigné, alors peut-être parce que la liberté géographique le leur permet, mais on s'est rendu compte qu'ils disaient qu'il leur manquait, alors pas forcément du gros matériel, mais qu'il leur manquait des seringues, du curare, des choses comme ça, qu'ils n'avaient plus d'oxygène parfois à certains égards. Et c'est dans ces conditions, alors qu'on dit depuis 1 an et demi, attention, quand la Covid va arriver ici, ça va être la catastrophe. Et quand ce variant Delta qui arrive dans les conditions qu'on sait, parce que jusqu'aux grandes vacances, quand les touristes arrivent, et les visiteurs également, parce qu'il y a des gens qui vont dans leur famille et qui viennent de l'Hexagone, quand ils arrivent, en juin, juillet, les aéroports, les ports et autres fonctionnent comme si de rien n'était, jusqu'à 70 000 passagers par mois, sauf erreur de ma part, et on s'étonne qu'au mois d'août, on ait ce constat effrayant, que nous soyons à nouveau confinés dans une situation économique certes désastreuse, mais surtout dans une situation humaine et sanitaire absolument abyssale. Je ne sais pas comment on va pouvoir réparer ça et ce qu'on va pouvoir dire à ces familles-là. Est-ce que vous pourrez, vous pensez, recenser toutes les familles aussi qui ont bénéficié de ce fameux protocole de fin de vie? Alors,
nous avons l'espoir que maintenant que la plainte est sur la table et que le débat est ouvert, elles viendront à nous vous dire qu'on recensera tout le monde. Je ne le crois pas. Vous savez, nous avons cette pudeur, nous, Caribéens, de taire notre douleur et de faire de notre chagrin quelque chose que l'on vit dans son coin. Alors bien sûr qu'il y aura de cela, mais je suis persuadée, notamment par l'antenne que vous donnez régulièrement aux uns et aux autres, la circulation bénéfique, parce qu'il y en a des maléfiques sur les réseaux sociaux, on est d'accord. Mais il y a des choses à prendre et puis le reste à laisser, que des familles viendront à nous et nous diront oui. Nous avons souffert de cela, nous avons perdu un être cher dans ces conditions-là, parce que se rendre compte aujourd'hui que finalement le critère pour que vous soyez admis en réanimation et traité soit de 60 ou 50 ans, ce qui est dramatique, va amener un certain nombre de familles à venir nous rencontrer. En tout cas, nous l'espérons, parce qu'il ne faut pas que la Guadeloupe meure, continue de mourir en attendant la 5e vague. Cela ne peut pas être accepté par aucun d'entre nous. Et qui est à vos côtés, justement? Nous sommes 4, le bâtonnier Ezelin, Maître Evita Chevry et Maître Patrice Tacita. Nous avons travaillé là-dessus tous les 4. Depuis la semaine dernière, nous avons attendu, nous étions prêts à déposer cette plainte, mais une personne que vous connaissez fort bien et que nous avons aussi bien connue, Madame Lucette Michaud-Chevry, est morte, et nous avons estimé que nous devions laisser passer ce temps pour Madame Michaud-Chevry avant de rentrer dans un autre combat dont je suis sûre elle n'aurait pas été mécontente. Merci beaucoup en tout cas, Maître Sarah Aristide. C'est moi qui vous remercie, d'être Monsieur venu sur Luce. ce plateau pour ce point justement, pour cette affaire qui est en cours et cette plainte qui a été déposée aujourd'hui auprès du procureur de la République, je le rappelle, pour homicide involontaire, blessure involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Merci encore. Et les agents de l'association guadeloupéenne pour l'insertion professionnelle et sociale des adultes et handicapés sont en grève. Ils refusent la mise en place du pass sanitaire, l'obligation vaccinale et les pressions associées telles que la perte de son salaire. Ils dénoncent également le manque d'eau sur le site de Gourbert. En attendant, ils utilisent l'eau de pluie collectée et non traitée. Le reportage. Ça a bloqué, c'est au niveau à désaccord en nous concernant l'obligation vaccinale, le pass sanitaire, la suspension du contrat de travail, la suspension du salaire et le licenciement. Nous avons 4 établissements, nous avons Masla, ESAT, nous avons entreprise adaptée, foyer d'hébergement. Travailler auprès des personnes vulnérables, mais eux-mêmes vulnérables parce qu'ils vont retrouver des fois en arrêt avec des fois 200-300 euros comme salaire. Et nous avons considéré que ça inadmissible. Et donc nous avons demandé réintroduction à cette subogation-là, puisque nous avons pensé que nous ne pouvons pas travailler auprès des personnes vulnérables et que ces salariés-là même ils sont dans une situation de fragilité. Au niveau à employeur nous, et puis nous tenions DG, ils sont tous les deux hors du département. Effectivement, secrétaire général en nous, j'apprends contact et puis donc jeudi jour, nous sous le coup d'un rencontre vendredi. Un problème aussi qui est très important depuis un petit moment, normalement sur le site de Gourbert, c'est que nous pas de l'eau potable arrive en tuyau là, nous de l'eau insalubre. Pour lesquels, quelquefois, nous amener à doucher ces résidents-là et nous décider que là, que les instances, y compris au niveau de la GIPSA, y compris au niveau de l'ARS, y compris au niveau des collectivités, prennent responsabilité pour permettre qu'en structure là, ça ait de l'eau nécessaire à la fois pour hygiène corporelle, mais hygiène aussi à l'établissement là. Nous tamponner régulièrement, il y a de l'eau, soit de l'eau de ville ou soit une d'eau de pluie, mais c'est de l'eau de pluie là, franchement, il n'y a pas de qualité, surtout que ces récipients là en question, pas ni filtre, donc forcément il y a sale, il y a ni bactéries en question, et donc nous tamponner avec ça, mais il y a un moment, nous avons arrêté parce que nous avons chavaillé de l'eau là, à gauche et à droite pour permettre ces risques d'en faire le nécessaire, mais à un moment donné, nous avons pensé qu'il faut nous trouver une solution. Un reportage signé Olivier Félix. Et les salariés de l'aide à l'enfance et l'adolescence sont eux aussi mobilisés contre cette loi qu'ils jugent liberticide. Ils ont bloqué l'accès au local. Charlie Dagonia était sur place.
Alors, incident, c'est en AEA, c'est association qui a mené les actions éducatives et au Timoun qui ont difficulté, toutes les difficultés d'ordre social, qui est en situation d'inadaptation sociale, mais aussi qui a fait le médico-social, qui a pris en charge des Timoun qui atteignent de divers handicaps. Nous quand nous confronter à un nouveau problème, qui c'est en loi scélérate qui français fait voter, en loi qui est illégale, c'est ça normal, et donc voilà, qui est illégal, qui est anticonstitutionnel, et bien qui a fait en sorte que quand il est là, il a permettre les employeurs à suspendre le contrat de travail en salarié, à arrêter payer, faire retirer ses salaires pour ça qui a concerné vie privée, pour ça qui a concerné santé. En qui j'ai effectivement pris dit comme ça, quand un employeur vient à présent, il vient en cabinet médical, il vient en cahier. Donc il faut nous bien comprendre, chaque monde doit rester en rôle là. Et donc voilà, ça c'est pour montrer aberration. C'est le but final, c'est faire en sorte de pousser les gens au maximum à la vaccination. Il faut utiliser la peur, il faut utiliser la menace, il faut utiliser des chantage à l'emploi pour dire qu'on ne sont pas vacciné, et bien on ne peut pas travailler encore. Mais là, nous quand nous, ça pas tellement compliqué à comprendre. Et donc par rapport à ça, nous avons dit, si nous avons dit pays là, ça que c'est la France, il a dit qu'on ça va dans l'histoire, il mine pour les droits de l'homme, et bien nous avons constaté camarades, et bien la question c'est de dire nous comme ça, dans quel pays nous est là, à pas pays là qui a des sirènes des droits de l'homme, à pas là. Nous comprenons pourquoi bafouer des propres lois qui a fondé la société, qui fondé l'histoire sur la question des libertés, des droits individuels, et je dis là, d'un coup de main, en moins de 6 mois, et bien on va balayer ça, et puis à présent il s'agit quand on vient dans une dictature, un pays qui, tout en cas gourmet, qui dit comme ça, pas que pays dans le monde, pas qu'à respecter les droits de l'homme, et bien je dis là, à quoi que des copies à CEO, et c'est choix ça qui point. Nous avons dit non, nous avons dit les employeurs à secteur là ça, nous avons dit pas pris à un piège là ça, pas pris à un piège là ça, pas d'avoir nous qui devant eux et nous déjà devant eux pour nous dire comme ça, nous demander au contraire à ces questions là ça, nous avons des questions à poser, nous avons des réponses à bailler, nous avons des propositions à faire assis. En qui gens nous ni à trouver d'autres solutions qui c'est là, qui c'est de pousser nos vaccins, ni des solutions qui plus pérennes, qui plus intéressantes et qui mieux adaptées vers le secteur nous sur la question sociale et sur la question du secteur d'activité là. Il y a des réponses à apporter. Nous ni ces réponses là, nous ni des pistes à bailler et sur des questions techniques pour lesquelles nous attendons. Le collectif des associations de parents d'élèves de Guadeloupe, lui, veille au grain pour la rentrée, mais ce n'est pas gagné. Certains établissements ne seraient toujours pas à même d'offrir des conditions sanitaires optimales, notamment en termes d'approvisionnement en eau. Oui, il y a beaucoup de coupures dans les écoles en Guadeloupe. Et concernant la vaccination des enfants, ils mettent en garde contre les petits côtés-longs, je cite, en charge de la vague dite pédiatrique, une attaque gratuite envers les jeunes publics non impactés par des formes graves. On les écoute. Nous avons voulu dénoncer en quoi cette rentrée scolaire ne sera pas sereine et ne tend vers aucune sérénité, contrairement à ce que certains prétendent. Pourquoi ? Parce que déjà les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Les collectivités n'ont rien préparé concernant la rentrée scolaire. Pour exemple, trois arguments. Le premier, celui des installations des citernes d'eau branchées sur le réseau. Il n'y a pas de façon générale d'installation de citernes d'eau branchées sur le réseau dans tous les établissements scolaires. Concernant la problématique de l'aération, de la ventilation et de la climatisation des salles de classe, les pouvoirs publics n'ont apporté aucune solution globale sur cette problématique. Concernant la problématique des rats, de l'invasion des rats dans les écoles, vecteurs de leptospirose, il n'y a pas eu de dispositif global de baisse de la pression parasitaire des rats, ce qui fait que, en gros, les conditions sanitaires ne sont pas réunies et nos enfants seront confrontés aux mêmes problématiques. Ils n'auront décidément pas les conditions minimum pour pouvoir faire face non seulement au Covid-19 mais aussi à toutes les maladies à venir. Attention, parce que je dis là, ces messieurs organisés exactement quand en l'hôpital là, on y a un paquet de côté long en pays Guadeloupe et singulièrement dans tout ça qui entoure l'école en nous, c'est-à-dire tout ce qui est association sportive, etc. Là précisément, il y a mettre la pression pour tout parent courir à vacciner Timounayo. Cette rentrée scolaire n'est pas du tout sereine et ne tend vers aucun
aucune sérénité, du fait même du piège qu'ils sont en train de tendre à nos enfants. Piège qui est en train de se murmurer dans les couloirs et s'organiser dans les couloirs du rectorat. Quel est ce piège? C'est cette fameuse 5e vague qu'ils appellent déjà la vague pédiatrique. En quoi c'est un piège? Nous savons de toutes les façons que les enfants, et ça nous sommes sûrs de cela depuis le début de cette problématique, les enfants ne développent pas de forme grave de la maladie. Il n'y a pas d'enfants qui sont à l'hôpital morts de Covid-19. Il n'y a pas d'enfants couchés gravement à l'hôpital de Covid-19. Pour autant, ils veulent à tout prix vacciner nos enfants. Nous avons dit qui très clair. Nous pas qu'à vacciner nous et nous commander tout le monde, tous les parents des rejoindre KPPEG dans toutes les mobilisations, dans toutes les mobilisations que les organisations syndicales ont organisées pour nous effectivement avancer ici. Un reportage signé Maxime Morel. Et malgré une 4e vague meurtrière, les Guadeloupéens continuent à bouder la vaccination. Et afin d'accélérer un peu le processus, un nouveau vaccinodrome a vu le jour. Le vélodrome de Gourdelienne a été aménagé pour accueillir les candidats aux injections. Le reste en images. Ce centre a ouvert la semaine dernière, il prend tout doucement son envol. Il a une capacité d'accueil d'à peu près 1000-1500 personnes par jour. Il y a 6 lignes de vaccination. Nous sommes actuellement 3 médecins et 3 infirmières tous les jours pour assurer l'accueil de la population. Nous avons eu beaucoup de demandes parce que les gens n'ont pas des moyens de locomotion, les moyens de se déplacer. Donc nous avons eu l'idée avec l'ARS, avec le département, avec aussi l'Institut Pasteur, de pouvoir installer un centre de vaccination ici au Vélodrome. Et depuis la semaine dernière, nous avons eu déjà beaucoup de personnes qui sont venues. En plus, c'est passant, il y a un parking gratuit, libre, où les gens peuvent se garer convenablement. Et nous avons mis les moyens de manière à répondre à l'attente des Guadeloupéens. C'est une chose très importante pour nous. Nous prenons nos responsabilités pour préserver la santé des Guadeloupéens. L'Institut Pasteur est pleinement dans son rôle, puisque nous sommes centre de vaccination depuis fort longtemps et partenaire de l'ARS. La région ayant pris la décision d'ouvrir un centre de vaccination, nous avons eu l'expérience du centre de Paul Chonchon que nous avons ouvert à Pointe-à-Pitre, qui nous a permis de voir et d'avoir cette expérience-là. Donc nous avons répondu présent en acceptant la mission de fournir le matériel médical, en formant le personnel pour la vaccination et le suivi de l'alimentation en dose vaccinale. Nous voyons aujourd'hui comment ça se passe en Angleterre. Plus de 90% de la population est vaccinée. Tous les week-ends, c'est 75 000 personnes au match. Nous avons vu dans d'autres pays. Comme je l'ai dit aujourd'hui, je suis contre l'obligation vaccinale et l'obligation du pass. Laisser les gens choisir. Mais je suis là pour conseiller, comme beaucoup l'ont fait après moi, parce que j'ai été décrié, même menacé. Et aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de Guadeloupéens, ceux qui se sont battus pour la Guadeloupe, ceux qui se sont déjà donnés pour la Guadeloupe, appellent aussi, incitent aussi les gens à se faire vacciner, mais comme on le dit, ceux qui le veuillent, ils ont la liberté de le faire. Pour ma part, je souhaite saluer l'initiative du président de région d'avoir mis en place ce vaccinodrome au sein du Vélodrome. Étant cycliste, pour moi, j'aime pas les mots, c'est incroyable en fait, d'être le premier vacciné au vaccinodrome. Donc aujourd'hui, j'invite tous les jeunes, j'invite tout le monde à venir se faire vacciner, car c'est important et faut qu'on se protège entre nous, faut qu'on se protège, il y a trop de décès, surtout Covid, donc j'invite tout le monde à venir se faire vacciner. Nous mettons les moyens pour que les personnes puissent se dire nous avons lieu pour y aller, pour nous faire vacciner. Et c'est à la responsabilité de la personne de se faire vacciner ou pas. Donc quand je vois Mister Guadeloupe venir ici et beaucoup d'autres jeunes le faire, ça c'est un plaisir parce que la santé n'a pas de prix, n'en déplaise à certains. Et pour ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas que la campagne pour la 3e dose est ouverte. N'hésitez pas à prendre votre rendez-vous sur Doctolib. Et on part maintenant pour la présentation du SEM Act Mots de Femme, un séminaire autour des douleurs menstruelles, parcours de soins, prise en charge, désir de grossesse et problématiques au travail seront au programme de ces 2 journées d'échange.
Le reportage. Il s'agit effectivement de mots de femmes. Parfois on se tait, parfois on pleure, parfois on prend des médicaments, parfois c'est pas suffisant. Souvent on reste chez soi et ça c'est la réalité de beaucoup de femmes. Aujourd'hui, pas moins de 47 000 femmes, rien qu'en Guadeloupe, sont concernées par ces douleurs menstruelles chroniques. Certaines arrivent plus ou moins à gérer. Il ne faut pas oublier que la première cause d'absentéisme scolaire, ce sont les douleurs menstruelles. Mais une fois qu'on a passé le cap des 19 ans, on est dans la vie active. Et pour ces femmes qui continuent d'avoir des douleurs d'une souffrance inégalée, elles sont quand même, pour rappel, des souffrances qui sont comparées à une crise cardiaque. Et je pense qu'il est important que l'ensemble des acteurs s'interrogent, et notamment le monde professionnel s'interroge aussi sur peut-être, avec les services de la sécurité sociale, un accompagnement spécifique parce que dans le cadre de l'endométriose, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. C'est une maladie pour laquelle on cherche encore des informations. Pas forcément bien connu, pas forcément assumé, pas forcément mis sur le devant de la scène pour diverses raisons, peut-être de pudeur aussi, de gêne, de honte. Et mettre des mots comme ces journées d'échange se proposent de le faire sur ces mots de femmes, c'est très important parce que ça contribue à la fois à les vulgariser, à les banaliser aussi et à en faire des maladies qu'il convient de traiter et non pas de cacher. Ça ne fait que depuis 1985 que l'OMS a tenu compte de la santé de la femme dans son organisation. Donc je pense que oui, c'est nécessaire, et c'est nécessaire particulièrement quand on sait que sur un territoire, on a pratiquement 50% de la population féminine qui est afro-caribéenne et qui a des fibromes. Ce sont des journées d'échange qui sont très importantes, qui allient à la fois le grand public et de très grands professionnels, des professeurs de renom, et donc on souhaite plein succès à ces journées d'échange. Soit ils souhaitent juste assister à la conférence, au séminaire en ligne, et à ce moment-là, ils peuvent aller sur notre site www.cmactgp.com, ou s'ils souhaitent intervenir, poser des questions à nos spécialistes pendant le séminaire, ils peuvent s'inscrire dès aujourd'hui, et ce jusqu'à demain midi, pour pouvoir avoir l'opportunité d'échanger avec nos spécialistes. Les douleurs menstruelles, une problématique justement qui commence à intéresser, et pas que les femmes, puisqu'il faudra bien qu'on s'occupe de cette problématique-là un jour. Il y a même des discussions qui sont en cours pour peut-être donner des jours de congé aux femmes qui ont des règles particulièrement douloureuses. Et la façade de la Renaissance à Pointe-à-Pitre sera reconstruite à l'identique. Un projet de 1,5 million d'euros pour 4 mois de chantier. Un appel à projet sera lancé par la suite pour la réfection du bâtiment dans son ensemble. Il s'agit du premier acte de la réhabilitation de la place de la Victoire qui se meurt. Ouais, c'est quand même un petit peu délabré quand même. C'est pas mignon. Le reportage. C'était très important parce qu'il faut qu'on se rencontre pour que nous soyons tous au même degré d'information. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un pilotage de ce projet-là. Et on a l'impression que le projet Renaissance traîne, mais c'est un projet qui vit et qui avance. Nous venons d'avoir une subvention de l'État pour la reconstruction, la démolition, reconstruction des amiantages de la façade et reconstruction de cette façade à l'identique. Parce que c'est ça le cœur du patrimoine de la Renaissance, c'est sa façade. Et tout le monde y tenait. Donc cette façade sera reconstruite à l'identique. Et suite à cela, alors nous avons déjà un échéancier. Les travaux vont commencer en février, disons plutôt pour aller vite, on va dire février-mars, et devraient durer 4 mois pour que l'on obtienne la façade, la nouvelle façade. On est rentré dans une démarche avec la ville de Pointe-à-Pitre et avec la communauté d'agglomération de Cap Excellence pour travailler sur la place de la Victoire de façon générale, la réhabiliter, et donc petit à petit réhabiliter tous les sites et tous les lieux sur lesquels cette place de la Victoire est assise, et qui va lui permettre de retrouver cette place principale dans Pointe-à-Pitre. Et parmi tous ces projets, il y a un projet qui est important, qui est celui du cinéma La Renaissance, qui est la façade est classée. Il ne reste plus que la façade, puisque comme vous le savez, l'incendie a tout détruit derrière. Et donc l'idée, c'était que ce soit en fait la première pierre de l'édifice de la réhabilitation de cette place de la Victoire. Et donc on a décidé d'aider Cap Excellence et la commune, parce qu'elles avaient un projet sur cette place de la Victoire, et parce qu'on sentait bien que le cinéma La Renaissance était le premier acte à mettre en œuvre et à aider. La place de la Victoire va bénéficier de travaux qui vont être réalisés
organisé dans le cadre de la sous-préfecture pour le confortement parasismique de cet édifice et également de la reconstruction de la Renaissance. Donc c'est plus que le cinéma La Renaissance, c'est un ensemble, un quartier qui va renaître. C'est la renaissance d'un quartier de Pointe-à-Pitre qui va passer donc par la reconstruction à l'identique de la façade de la Renaissance. Ça, c'est pour s'assurer de la préservation de ce patrimoine. L'État a mis l'argent, l'État a dit je vous donne 1 million, je veux que ce mur soit reconstruit. Même si vous n'avez pas l'argent pour faire le reste, reconstruisons le mur à la façade à l'identique. Et Cap Excellence a déjà pris le relais et lancé déjà un appel à manifestation d'intérêt et les investisseurs se bousculent pour venir achever pour nous la construction des 3 autres façades, puisque l'État va mettre la première et nous allons faire les 3 autres avec des investisseurs privés qui vont construire pour nous. La Renaissance qui sera peut-être livrée en même temps que le Centre des Arts. Et petite info en bref avant de se quitter, vous l'avez probablement appris aujourd'hui, Alain Fischer, immunologue et monsieur vaccination du gouvernement français, a légèrement interpellé nos sportifs antillais, dont Teddy Riner, monsieur Victoire, pour qu'il fasse effectivement, pas de la propagande, mais pour qu'il fasse de la publicité autour du vaccin et qu'il puisse convaincre la population. Ce à quoi effectivement Teddy Riner a répondu qu'il refusait d'endosser ce rôle, car, je cite, « Je ne suis pas là pour dire vaccinez-vous ou pas, chacun est libre de faire son choix, c'est une décision qui doit être individuelle. » Une décision individuelle. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons de manière individuelle. Passez une excellente soirée. On se retrouve demain. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, 1 heure de débrief sur l'actualité. Et on parlera un petit peu de tech dans ce climat très covidé, n'est-ce pas? Et on parlera de nouveaux modes de vie. Vous restez chez vous, vous consommez énormément. C'est beaucoup de commandes, de plus en plus de commandes, de plus en plus d'abonnements. On va voir un petit peu ce que le Covid a changé. Aussi pour les chefs d'entreprise d'ailleurs. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Cécile Rose, à Oji Yannick. Bonsoir à Odile Zingidé, bisous. Bonsoir à Maggie Larcher, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à Petit Vivi, bonsoir à Ampassav Mako, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Pascal Guadeloupe, à Marie-Hélène Borès, bisous. Bonsoir à Bruno Mohaba, bonsoir à Francette. Non, ça a juste coupé le live. Bonsoir à Francette Couchy, bonsoir à Marcelin Comment, bonsoir à Douina, bonsoir à Damien Antaïa, bonsoir à Rita Poirier, bonsoir Rita Poirier, justement, je suis très content de voir que tu es connecté et j'ai bien reçu le petit cadeau que tu nous as envoyé à moi et à Chika. Franchement, merci, c'est très gentil, ça fait plaisir et c'est pour ça que je l'avais posé là justement pour le JT. Donc encore une fois, merci beaucoup à Rita Poirier et à son mari qui sont de passage ici. Et bonsoir aussi à Patricio Alexandre, bonsoir à qui d'autre, à Sabrina Loblas, bonsoir à Marie-André Cavaillon, bonsoir à Joël Claudine Florent, bonsoir à Tetel Kalia, bonsoir à Jeanne Sacco, à Jean-Michel Charléry, j'espère que tu vas bien Jean-Michel, et bonsoir à Alain Hain. Vous êtes beaucoup trop nombreux, mais en tout cas merci beaucoup pour votre fidélité à ce programme. On se retrouve après la coupure pub avec les Weebash. On aura aussi un autre intervenant qui est dans l'audiovisuel et qui est entrepreneur et nous parlera un petit peu de son vécu par rapport au Covid. Ce sera tout de suite après la coupure pub.